bienvenue dans Chasse Passion. Reflet du travail de deux meutes réunis en Sologne, Frédéric Herbet invite son ami Olivier de la Bouillerie chasser le lièvre. Ville charnière entre la Beauce et la Sologne, Blois fut d'abord protégé par un château féodal et installé où le Val nuance sa physionomie en passant du calcaire de l'Orléanais à la craie de la Touraine. La ville s'est transformée en 1503 lorsque les rois quittant Ambroise s'y installèrent, et avec eux, les métiers de luxe. La Sologne est un pays d'étangs, de forêts et de landes de bruyères. Dans ce paradis de la chasse, nous nous sommes laissés guider au domaine de la Boue, à Bracieux. Frédéric Herbet et sa famille y gèrent des terres de famille et y passent leur week-end avec leurs amis. Aujourd'hui, ils accueillent deux équipages de vénerie, l'équipage de la Boutinière et le rallye des Grands Loups. Je vais vous mettre une petite bûche qu'on anime ce feu. Ah, allez. Comme il fait bon, ça va être bien agréable. Voilà. Vous êtes ici ce qu'on appelle dans la partie de cette Sologne appelée la Sologne du Beuvron, car nous avons un cours d'eau là qui va de à peu près sur 20 à 35 km et qui va rejoindre quelques affluents de la Loire. Et par cela, ça nous donne un biotope assez particulier puisque au cours de tout ce Beuvron, il y a une multitude d'étangs qui se déversent dans ce Beuvron et qui, grâce à lui, nous empêche d'avoir des sols trop humides puisqu'ils nous drainent, les eaux de ces étangs. Nous sommes à la Boue. Vous êtes effectivement à la Boue. Un territoire plus particulier parce que familial. Oui, tout à fait, de tradition familiale que mes grands-parents ont pu disposer maintenant depuis 70 ans, à peu près 80 ans, et sur lequel eh bien, nous avons appliqué les formes de gestion traditionnelles. Vous avez tant du bois que des plaines et des terres agricoles? Tout à fait, ça s'étend à peu près pour un tiers en terres agricoles et pour le reste les étangs et ce qu'on appelle la forêt solognote, qui est plutôt une forêt de taillis, de bois blanc et quelques chênes. Nous sommes un territoire assez pauvre sur ce côté-là. Ce n'est pas un territoire voué à la gestion forestière, à la gestion du bois. Malheureusement non, ce ne sont pas des terres, alors non seulement ce ne sont pas des terres de rapport en termes agricoles, mais en plus de ça, on n'a pas la chance d'avoir des terres en rapport au niveau des arbres, puisque c'est vrai que ce territoire sableux ne permet que de faire pousser, en tous les cas dans de bonnes conditions, des pins ou le type de sapin. Cette maison qui s'appelle La Boue est une maison qui avait été faite en échange de Chambord. C'est qu'on est tout près du parc de Chambord. Et ce territoire avait été confié à des agriculteurs qui vivaient sur le parc de Chambord. Et pour faire un massif complet à Chambord, on avait dédommagé les agriculteurs de Chambord pour leur donner un nouveau territoire. Et La Boue a été construit très tôt, au niveau du XIIIe siècle. Et donc, on y retrouve quelque chose de tout à fait traditionnel en Sologne, qui est une grande maison à colombage. On s'y croirait en Normandie, mais quand on dit une grande maison à colombage, ça veut dire une maison avec des étages, et c'est tout à fait original en Sologne. Des maisons en colombage en pleine nature est assez original. Je tiens absolument à garder sur nos territoires soloniaux cette multitude de traditions de chasse, et en particulier la vénerie. Alors la vénerie sous toutes ses formes. La vénerie du cerf, évidemment, la vénerie du chevreuil.
Et puis la vénerie du lièvre, qui est une vénerie alors merveilleusement bien adaptée au territoire sologno, parce que vous le verrez, ce sont des petites coupes, ce sont des petits chemins sablonneux, très silencieux, très calmes, où la voix est bien portante. Et la vénerie du lièvre est par excellence bien adaptée à ce territoire. Et c'est une tradition que je maintiendrai le temps qu'il faudra, mais vénerie toujours, vénerie du lièvre. Allez, en route, en route, en route, en route. Nous avons donc invité l'équipage de la Boutinière, qui est un équipage régional du Loir-et-Cher, qui donc est invité sur tous les territoires amis autour de Bracieux, Neuvy, autour de Chambord, Nains-sur-Beuvron. Et puis nous avons invité un autre équipage, Rallye des Grands Loups, avec Olivier de la Bouillerie, qui lui est aussi un grand chasseur, un grand veneur de lièvres. Et nous allons mettre ensemble les deux meutes, ce qui sera assez extraordinaire, puisqu'on aura, je crois, au moins 70 chiens sur le terrain. Et donc ça sera tout à fait intéressant de voir une chasse de lièvre avec ces chiens disciplinés, parce que je vous le rappelle que la vénerie du lièvre est la plus difficile pour nous, les pattes du lièvre étant recouvertes de poils et donc laissant un minimum d'odeur. Et donc il faut avoir des chiens extrêmement sérieux et performants pour chasser le lièvre. Donc aujourd'hui, en termes de spécificité, vous êtes très nombreux. Et donc la priorité, c'est les chiens et ceux qui chassent. Donc je demanderai à tout le monde d'être, comme vous êtes très nombreux, d'être sur les allées et de ne pas être en enceinte parce que ça va être un petit peu difficile aujourd'hui. Donc je vous répète, tout le monde sur les chemins, on a le droit de passage assez vaste, mais quand on sort de la propriété, il faut vraiment que vous respectiez ces consignes qui sont des consignes pour nous, pour le respect des propriétés voisines. L'équipage foule un premier bois à la bille-baude à la recherche d'une émanation de lièvre qui y aurait fait son chemin la nuit même. Après, ce sera au maître d'équipage de conduire sa meute et de l'empêcher de poursuivre une autre voie que celle du lièvre sur lequel elle est créancée. Le gibier est nombreux, on compte ici de nombreux cervidés. La chasse est suivie par de nombreux invités et par les amis du village, signe d'intérêt et de popularité. Tous y participent en sonnant la vue, notamment lorsque le lièvre parcourra la plaine à découvert. La vue, on voit l'animal. On voit l'animal. Là, une personne qui l'a vu sonne 3 coups. Et si les chiens partent, généralement ils partent sur des voies de nuit.
le lièvre fait son tour la nuit, ils partent sur des voies de nuit. Là, on ramène tout le monde sur la voie et on rallie tous. Et là, c'est parti là. Et là, il arrive vers nous. Il devrait arriver vers nous. C'est la vue. Trois coups de pibole, le signal qu'un lièvre a été aperçu. Les participants à la chasse aident à conduire la meute sur la voie, mais l'émanation du lièvre s'amenuise au fur et à mesure de ses efforts et de sa course. La vénerie la plus fine est celle du lièvre. Bouquin, oreillard, bossu, autant d'appellations pittoresques pour désigner le roi de la plaine. S'il fait chaud et sec, on trouvera le lièvre en plaine. En revanche, s'il a plu, on aura davantage de chance en prospectant les bois et les revers de fossés bien abrités. En général, le lièvre suit les chemins blancs et file à un train d'enfer. Aujourd'hui, le lièvre est roi et se joue de la meute qui a pris la voie à contre, c'est-à-dire en remontant l'émanation et non en la suivant. Olivier et sa suite doivent mettre pied à terre pour encourager les chiens et, à défaut, retrouver les traces à même le sol. Hamlet! Hop, 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 hop. Là. Dernière tentative en fin de journée. Olivier aura été chercher quelques chiens de relais, mais le lièvre, lui, connaît parfaitement son territoire. Et tu regardes pas devant toi? Inéluctablement, la journée se termine. Et l'on peut rappeler les mots de notre hôte, qui maintient avec passion cette belle tradition de chasse. Vénerie toujours, vénerie du lièvre. Montez. Montez. Il y en a qu'un qui est pas nous. Ouais. Montez les petits chiens, montez. Allez, monte. 13.
Allez, 14. Allez, ma fille. Hurleur, viens. Montez, montez, montez. 14. Allez, allez, 14. Allez, montez. 17. 17. Montez, 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 montez. David Plaza est conducteur de chiens à l'UNUCRE, l'Union nationale de l'utilisation de chiens de rouge. Après la chasse du matin, lors de laquelle un posté a tiré un sanglier sans pour autant l'achever, David a été appelé pour retrouver à la trace de sang l'animal blessé. David, j'ai blessé un sanglier là, au fond à droite. Et tu viens faire ta recherche? Ah oui, je viens faire la recherche. Ok. À quel calibre tu as tiré ça? 7,64. 764, quelle distance? Environ 50, 60 mètres, pas plus. Ils sont plusieurs? Ils sont plusieurs, il y en a une dizaine. Ce sont des bêtes rousses essentiellement. Ouais. Je relève du sang, je relève la belle, ouais. Je traverse un baliveau. Je vois l'entrée, je vois la sortie. Et en insistant, je trouve une goutte de sang. Donc on a remonté un petit peu avec le chef de ligne sur 120 mètres, on a balisé. Et on trouve vraiment du sang et voire même des bouts d'eau. Et la réaction au tir sur l'animal, rien? Réaction au tir, si tu veux, en fait, c'était quand même une bande qui courait, qui avait été tirée peu de temps avant, ce qui m'a alerté. Donc je les ai vus derrière moi. La bande vraiment courait. J'ai lâché mon coup de carabine. À ce moment-là, j'ai eu l'impression de voir, si tu veux, une réaction. Et j'ai surtout vu la bête derrière celle que j'ai tirée faire demi-tour. Hein, bon, ensuite, je suis allé relever ma balle. Et la compagnie, est-ce qu'il y a une bête de tête qui les emmène? Ils sont seuls? La bête de tête est complètement à l'opposé. Elle s'est tirée. La bête de tête part dans le track. C'est ce qui m'alerte un petit peu. Donc je cherche, si tu veux, la compagnie. Et je la retrouve derrière. Et c'est là où je la vois passer vraiment en courant. La compagnie est seule. Oui, est-ce qu'il y a des chiens là? Aucun chien, rien. Aucun chien. C'est-à-dire que la compagnie est complètement au calme. Ouais, elle est seule. Elle part en courant, c'est tout. D'accord, la bête blessée au calme. Et je te dis, au tir, il y en a un qui fait demi-tour. Et moi, j'ai l'impression de voir une bête, mais c'est qu'une impression. Hein. Et c'est en allant vérifier la deuxième fois ma balle que je finis par trouver du sang. D'accord. Hugo, au pied. Là, au pied. Hugo. Au pied. Hugo, viens au pied. Là. Tu viens au pied. Le mettre là. Ah si. Pas bouger. Pas bouger. Hein. David, vous êtes responsable de chien pisteur, de chien de sang? Oui, je suis conducteur de chien de sang depuis 8 ans. Je travaille avec des grands chiens. Ah si, pas bouger. Je travaille avec des grands chiens depuis 3 ans. Avant, j'avais un petit teckel. Et bon, on s'habitue aux grands chiens. Et les grands chiens, quand même, pistent quand même très bien, aussi bien que le teckel. Mais la grande différence qu'on a avec un grand chien, c'est que on a 30% de réussite de plus, parce que quand on lâche le chien sur un animal blessé, il nous fait un ferme beaucoup plus vite. Et il rattrape les animaux blessés beaucoup plus vite. Ça nous fait gagner quand même 30% de réussite supplémentaire. Vous travaillez avec 2 chiens? C'est-à-dire que non, je ne travaille pas avec 2 chiens, on travaille toujours avec un chien. C'est une chienne qui travaille l'artificiel encore. Elle est toute jeune, elle est seulement à l'école, si on veut bien. Elle est à l'école. Lui, il est concluant, lui, il a quand même 4 ans et demi, 5 ans, il sait ce que c'est. Mais la chienne est encore trop jeune. Et le collier que vous lui mettez? C'est un collier émetteur. Alors, le collier émetteur sert en recherche, le travail. Ça ne sert pas parce qu'on travaille en longe, mais aussitôt qu'on relève un animal blessé, le chien ou l'animal s'en va très très vite. Et quand on perd le chien et l'animal, on a un récepteur dans le véhicule pour nous permettre de savoir localiser le chien. Souvent, des fois l'animal avec, mais surtout retrouver le chien. On a trop de mal à faire un chien de sang pour perdre un chien de sang. On ne peut pas se permettre. Le dressage et la formation du chien, comment ça s'effectue? Ça s'effectue avec du sang de sanglier, celui qui peut en avoir. On met ça au congèle. Et tout l'été, tous les printemps, on fait un entraînement de chien de sang avec du sang de sanglier, avec une brindille, de l'éponge. C'est trace à l'éponge ou trace au pistolet. Et on fait travailler les chiens 24 heures après, quand ils sont vraiment aptes à travailler comme il faut. Et ici, vous êtes à la 40e sortie? Depuis que je fais la recherche, 400 sorties. Ouais. Les animaux retrouvés, j'en suis à 140. 140 animaux retrouvés. Eh bien, bonne chance. Eh ben, je vous remercie. Viens au pied. Viens au pied. Hugo. Viens au pied, là. Bon, une recherche de 3 heures, 3-4 heures derrière un animal, en principe, il n'y a pas de problème. Okay. Le papier. Très bien. Hugo, bon. Pied, assis là. Donc en fait, moi j'étais là. Ici, donc j'ai balisé
j'ai balisé le point de tir hein, par un papier et j'ai laissé ma douille. Bon, en fait, donc, ces sangliers, j'aperçois la laie qui se dérobe là, c'est tiré sur la ligne perpendiculaire là. Donc mon attention est alertée, je recherche la bande. En fait, je l'aperçois qui part du coin là-bas et qui remonte en biais ici. Bon, là, je suis un peu embêté parce que c'est plein d'arbres. Alors, je me cale, si tu veux, sur l'arbre là, entre ces deux-là. Et si tu veux, j'essaie de chercher une trouée. Bon, je les vois passer là. Il y a environ 10 sangliers. Sont visiblement des bêtes rousses, pas très grosses. Et en fait, donc, je lâche mon coup de carabine à peu près à hauteur de l'arbre là-bas. Avec la mousse, tu vois. J'ai d'ailleurs balisé là aussi, avec un papier, parce que derrière, il y a un petit baliveau qui est traversé par ma balle. Ce qui me fait douter au départ, et c'est ensuite en faisant le tour plusieurs fois que je finis par trouver une goutte de sang, et tu vois, j'ai balisé d'ailleurs par terre, avec du papier. On va voir? On va voir. Place, pas bouger. Voilà. Donc en fait, je tire là. Ici, j'ai commencé à marquer les premiers indices, tu vois, on va les suivre. En fait, c'est en refaisant le tour plusieurs fois, je tombe sur une première goutte de sang qui doit se trouver quelque part par là. Attends. Oui, il y en a là. Il y en a là, voilà, ici. Voilà, c'est ça qui me... cette petite goutte de sang là. Et donc, je le suis ensuite, si tu veux. Alors, je te dis, j'ai balisé, moi, sur environ 100-120 mètres. Hein. Après, j'ai pas insisté. D'accord. Mais il est où ton chien? D'accord. Mon chien, il est là-bas, on a arrêté sur le chemin. Bouge pas? Pas du tout. Ça, le chien, il faut le mettre en condition de travail. Le chien, il sait que si je viens relever les indices ou quoi que ce soit, je vais prendre la direction de fuite, moi, regarder le sang. Ouais. Et le chien, quand il va venir travailler en longe, il va prendre exactement la même direction. Je lui donne la direction de fuite. Un chien de sang, il faut qu'il soit très, très, très calme. Si on a un chien un petit peu très fort, très nerveux, c'est beaucoup de difficultés. Il faut qu'il soit. Il comprend très à fait ce qui se passe. Oui. Il demande qu'à partir. Assis, assis, assis. Pas bouger. Ça va y aller. C'est un go. Oui. Il est bien là. Oui. C'est marrant, il prend la... Oui. Et maintenant on est parti. Elle est partie. Moi je vais baliser toute la piste jusqu'à temps qu'on relève l'animal ou on ne le relève pas. Si le chien a des problèmes, je ramènerai toujours le chien sur mon balisage en arrière pour savoir si l'animal a fait un contre-pied, s'il a loupé une aile gauche ou une aile droite. Mais en principe, le chien, il fait son arrière tout seul. Mais c'est pour nous aider, savoir s'il faut un contre-pied ou si un autre animal a coupé la voie. Ça nous donne une direction. Oui, c'est bien, Hugo. Oui. L'animal, il court encore bien, n'importe comment si on relève cet animal, on sera sûrement obligé de lâcher le chien pour qu'il puisse obtenir un ferme. C'est un animal que je pense qu'il ne sera pas mort du tout si on le relève. Si par chance on a la chance qu'il soit seul dans cette coupe vraiment en salle, on aura une chance de faire un ferme assez rapidement. S'il est avec la compagnie et je lâche le chien, on peut faire un ferme très 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 loin. Je peux me le bloquer. La blessure, je peux pas trop dire, à des places on croirait comme une balle de mâchoire, comme s'il y avait du sang qui coulait sur la mâchoire, mais j'ai pas vu d'os de mâchoire, à part tout à l'heure au tir. Est-ce que c'est une petite dent qui est coupée par le projectile de la balle? Je suis pas sûr. Pas sûr du tout. Après 2 heures de poursuite, nous approchons un fourré et tout prêt à penser que le gibier blessé s'y réfugie. Là? Il est mort? Balle de mâchoire, oui, mais je suis pas trop près pour pas prendre des branches. Allez, abole là, tiens, Hugo, aboie, abole, tiens, Hugo, abole, tiens, abole. Il a quitté la compagnie, il a quitté la compagnie, et puis il a bien une balle de gueule. Il a bien une balle de gueule. Il a des bouts de dents. Voilà, il a bien des bouts de dents. Voilà la blessure. La plus grande blessure atroce des animaux, c'est une balle de mâchoire. Parce qu'ils ne peuvent plus du tout s'alimenter. Le travail du chien sur le dernier mètre? Le travail du chien sur le dernier mètre, il était un peu fou, il se doutait que c'était là, mais une densité d'animaux dedans un peu impressionnante. Alors c'est pas évident de prendre toujours le même animal, que le chien travaille le même animal. Bon, moi j'avais du sang quand même à 20-30 mètres devant moi,
Le chien était debout dans le roncier, je l'ai laissé faire le chien, voir si c'était un autre animal qui allait partir ou pas. Bon, il n'y a pas eu de problème, il a fait le ferme là, il savait bien que c'était l'animal qui était blessé. Et vous l'avez achevé Et je l'ai achevé à la baïonnette. Au couteau. Déjà remettez au chien, mes amis. Voilà. C'est bien, allez. Et la ville. Bravo. Bah, merci beaucoup. Et merci. Bon, il n'y a plus qu'à la bague. Ouais. Tiens, tu peux te découper, t'as pas la date. Doucement.